Monde numérique. C'était pourtant bien GPT-5, la 5e merveille du monde selon OpenAI, lancée en fanfare la semaine dernière. Mais patatras, faux départ, des imperfections techniques, des erreurs marketing. Mais est-ce qu'on n'attend pas un peu trop des chatbots d'intelligence artificielle ? Voilà, on en parle cette semaine dans ce nouvel épisode de Monde numérique. On se penche également sur le cas Grok. L'IA d'Elon Musk a-t-elle échappé à ses créateurs qui auraient tenté de la débrancher pour des propos politiquement incorrects ? Alors c'est pas si simple, mais là encore, ça en dit long sur nos rapports aux intelligences artificielles, des rapports qui deviendraient presque un peu inquiétants. Luc Julia, le spécialiste français de l'IA au cœur de la tourmente, une vidéo l'accuse d'imposture. Que faut-il en penser ? Dans cet épisode de l'Hebdo, je vous explique pourquoi il ne faut pas céder à ce qui ressemble à une véritable tentative de lynchage numérique par les réseaux sociaux et via YouTube. Voilà, on parle de tout ça dans le débrief transatlantique avec Bruno Guglielminetti. Et puis du côté des interviews de la semaine, un spécial IA, encore comme d'habitude, avec plusieurs rediffusions d'entretiens, c'est les vacances. On réécoutera Arnaud Fournier, représentant d'OpenAI en France, qui nous explique la vision de l'IA du leader américain. Autre poids lourd du secteur, la start-up Hugging Face avec le français Clément Delangue. Enfin, on va parler d'IA pratique avec les retours d'expérience et les bons conseils de l'entrepreneur Marjolaine Grondin. Monde numérique, Jérôme Colombin. Bienvenue à l'écoute de Monde numérique, l'hebdo spécial été du 16 août 2025. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors c'est l'été, mais Monde numérique est sur le pont. Comme d'habitude, pour vous accompagner pendant vos vacances, pour que vous ne ratiez rien de l'actu tech. Comme chaque samedi, 50 minutes de news, de talk, d'interviews consacrées au meilleur de la tech. La semaine prochaine, attention, pas de monde numérique, pas d'hebdo en fait. Voilà, un peu de vraies vacances pour changer. Et on se retrouvera bien évidemment le 30 août pour la rentrée de l'hebdo de monde numérique. Mais d'ici là, plein d'épisodes. Et puis surtout, tout de suite, c'est parti pour un nouveau rendez-vous avec mon camarade Bruno du podcast Mon Carnet à Montréal. Le débrief transatlantique. Et allez, c'est parti pour le débrief transatlantique en plein été. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Salut Jérôme Colombin, quelque part sur la planète. Oui, je suis au soleil cette semaine. Je sais plus où je te retrouve là, d'une fois à l'autre. Ouais, je suis en Grèce cette semaine, je vais tout te dire. Voilà, tu sais tout. Je suis face à la mer, on va pas se plaindre. Okay. Et je suis ravi de te retrouver. Tu fais de quoi, des réflexions technologiques, philosopho-technologiques? Absolument, je viens prendre un peu de recul et de sérénité faire take a break in the rush, you know? Oui, tout à fait. Je te félicite. Non, c'est important de se ressourcer comme ça dans une ambiance calme et sereine. Mais l'actu ne s'arrête jamais et donc nous sommes là pour la raconter et si possible même la décrypter et en débattre pour nos auditeurs adorés. T'as vu cette belle intro, hein? C'est beau. C'est magnifique, hein? Bon, je te propose déjà que le calme en toi. Là. Oui, exactement. Je suis devenu philosophe depuis que je suis en Grèce. Bon, mais il faut qu'on parle d'intelligence artificielle. On a plein de sujets sur le feu. Et d'abord, alors, c'est quand même étonnant parce que la semaine dernière, on annonçait en fanfare la sortie de GPT-5. Et puis la patatras, en fait, ça s'est très mal passé, si j'ai bien compris, pour OpenAI. Est-ce qu'on peut dire, d'après toi, qu'ils ont en quelque sorte raté leur lancement puisqu'il y a énormément de critiques sur ce GPT-5 ? Ouais, et c'est bête, hein? Ils ont raté la sortie, selon moi, tout simplement parce que il y a un exercice de communication qui a été mal fait. Pas nécessairement celui d'annoncer GPT-5 et pas nécessairement dans le GPT-5 lui-même, mais beaucoup plus sur le fait qu'il y a des gens, des apôtres de OpenAI, notamment sur Reddit, qui se sont sentis lésés parce qu'on a annoncé l'arrivée de GPT-5, mais on n'a jamais parlé du retrait de versions antérieures. Et c'est là où il y a des gens qui se sont fait prendre de court parce que on prend ses habitudes. Hein. Moi, le premier, j'étais habitué de travailler avec certaines versions pour faire différentes choses. Puis là, du jour au lendemain, tu te retrouves avec GPT-5.
C'est tout. C'est tout. Dis-lui ce que tu veux et lui va réfléchir à quel outil, quelle version il va prendre. Alors évidemment, ça a pris beaucoup de gens de cours, puis c'est devenu tellement intrinsèque dans la vie de bien des gens que c'est presque comme si tu leur avais fait violence. Et là, ben, la première réflexion qu'ils ont fait, puis la première communication qu'ils ont dit, bon, ben, je me désabonne, je m'en vais utiliser autre chose. C'est pour te dire comment c'est devenu sensible, cette histoire-là, comment les gens l'utilisent, ça devient personnel. Et là, ben, ils ont dû pédaler et revenir en arrière. Ouais. Alors c'est amusant parce que, tu dis que toi tu utilisais tous les différents modèles et donc tu fais partie de ces gens qui auraient pu être, gênés par, la disparition de GPT-4o, enfin toutes les versions. Et moi pas du tout. Moi c'était l'inverse. Moi franchement, je peux l'avouer, je ne savais jamais quel modèle j'utilisais. Je prenais le modèle par défaut. Enfin, j'ai toujours pris le modèle par défaut et au contraire, je pensais que vraiment ce qu'on pouvait attendre et ce qu'il fallait attendre d'un chatbot comme ça, c'était que de ne pas avoir à se soucier de quel outil on va utiliser. C'est-à-dire que voilà, on va aller d'un point A à un point B. Moi, quand je prends un billet d'avion, bon, enfin, en général, je regarde pas quel type d'avion, c'est. Tu vois? Je prends ce qu'on me donne, hein, alors bon, parfois, tu as un peu des préférences, tu vois? Quand l'actualité te montre des choses, avec pas certaines compagnies, mais enfin avec certains constructeurs. Bref, non mais je sais pas si l'exemple est bon, mais tu vois ce que je veux dire. Mmh. Voilà. Donc moi, j'étais pas concerné par ça. Après, bon, on peut comprendre que ça ait choqué certaines personnes. Donc apparemment, OpenAI, même Sam Altman lui-même a pris la parole, hein, il me semble, dans un Oui, tweet. ben, tout à fait. Ils ont communiqué très ça a été habile, là. Ils ont Ouais. fait de la gestion de crise et ils sont revenus, en disant: «Bon, ben, on a compris le message, alors on va vous ramener, les versions précédentes, mais seulement aux utilisateurs payeurs». Ça, c'est Mmh, très mmh habile mh. aussi. Donc, ils vont peut-être obliger que certaines personnes, là, à s'abonner. Mais, non, moi, Ouais, c'est j'ai malin. trouvé qu'ils avaient bien pris la balle au bond, mais ça a quand même fait de l'ombre à la sortie. Je pense qu'ils n'avaient pas besoin de ça. Il y avait déjà assez de travail pour s'assurer que ça allait pas coincer, Ouais. dans différents endroits. Mais Mais, somme toute, moi, je veux dire, ça fait une semaine que j'utilise, GPT-5. Je suis assez content. bah, voilà, c'est ça, en fait. Franchement, est-ce qu'il est meilleur ou est-ce qu'il est moins bon? Parce que ça aussi, ça a été évoqué et c'est peut-être plus grave, c'est il a des défauts, il aurait des défauts. Alors moi, je les ai pas constatés sauf, 1 fois ou 2 là, il me réécrivait des présentations d'épisodes de podcast et il m'a inventé un invité et il m'a pris le prénom et il est allé me chercher un autre invité qui était pas le bon. Heu, Tu vois? Alors qu'il travaillait à partir de la retranscription de l'épisode, donc c'est n'importe quoi. J'avais jamais eu ce problème-là et est-ce que, il y a eu d'autres problèmes de ce genre? C'est surtout ça la Ça, c'est surprenant. c'est surprenant. Il faut pas en tirer de conclusion hâtive, mais il y a quand même eu des critiques sur le fait qu'il était pas forcément meilleur, déjà qu'il était plus long parce qu'il a ce mode qui s'appelle, thinking, hein, c'est-à-dire qu'il te dit ce qu'il va faire, il est plus profond, hein, par nature, donc c'est plus long et cetera. Il y a une chose aussi que j'ai notée, Bruno, c'est que est-ce que tu as vu ces commentaires, de gens et c'était un article dans The Verge, je crois, le site américain spécialisé, des gens qui se plaignaient du fait qu'il était moins servile, il était moins courtois, il était moins, brosse à reluire et en fait, on en parlait la semaine dernière, on s'était dit: «Ah bah, c'est super, Mmh. il va être moins flagorneur» et c'est fou parce qu'il y a des gens, en fait, qui ont qui, qui déplorent justement qu'il ait un ton plus neutre parce qu'ils aimaient bien, en fait, se faire flatter par ChatGPT. Mais c'est exactement ça. Ils aimaient que ChatGPT leur dise: «Oh mais quelle formidable bonne question» et tout et tu leur enlèves ça, tu leur mets un truc beaucoup plus froid et ben, ils se sentaient abandonnés par papa GPT quoi, en fait. Ah, c'est fou. Ah, mais je veux revenir sur un truc que tu disais. Tu sais, quand tu disais que toi, tu étais un généraliste, là, tu utilisais la version par défaut et Mmh, ça mmh réglait mh. ton affaire, j'ai l'impression, moi, qu'il y a énormément, si c'est pas dire la majorité des gens qui faisaient de la sorte et ce qui faisait en sorte que, on utilisait toujours le canif suisse qui est très puissant pour faire des tâches qui auraient pu être faites par, Mmh, mmh mh. des modèles moins gourmands et j'ai lu à quelque part, mais je me souviens plus c'est où, mais c'est pas de moi, que, GPT-5 dans le fond, c'est moins de l'innovation et quelque chose de mieux,
mais c'est plus un outil qui sait gérer les requêtes, qui peut Mmh. maintenant mieux gérer les outils et donc j'allais dire, pas afficher, mais donner telle requête à tel outil en arrière. Là, évidemment, ça se fait de façon transparente et donc d'économiser en bout de ligne de l'énergie, du temps machine pour faire des tâches où on n'a pas besoin systématiquement de du gros outil de GPT et que des Mais petits c'est outils génial. derrière peuvent faire la tâche. Alors j'avoue que ça, j'ai trouvé ça assez intelligent de leur part. Bah, bien sûr, mais c'est ça qu'on attend d'un outil comme ça aujourd'hui. Enfin moi, il me semble et on va pas se prendre la tête. Alors pour certaines personnes, notamment il y a des développeurs, hein, qui déploraient l'histoire du des modèles, enfin la disparition des modèles spécifiques. Mais sinon, voilà, moi je pense que c'est ça. On attend le meilleur et au meilleur prix et au meilleur, impact environnemental, en fait. Avant de passer à la suite de Monde Numérique, un mot d'une technologie innovante qui permet de diffuser du contenu d'une manière complètement nouvelle sur Internet, en dehors du cadre d'un navigateur. Il s'agit de Frogans, partenaire de Monde Numérique. Frogans permet de créer des sites légers, fonctionnant sur tous les appareils, quel que soit le système d'exploitation, ordinateur, tablette, casque de réalité virtuelle, etc. Frogans est une technologie libre et ouverte qui repose sur un protocole technique entièrement nouveau, sécurisé et respectueux de la vie privée. Frogans fait actuellement l'objet d'une offre de titre qui vous permet d'acquérir, si vous le souhaitez, des parts de la société F2R2 à l'origine de cette innovation. Pour mieux comprendre à quoi ressemble Frogans, retrouvez mon interview du cofondateur Alexis Tamas en audio sur le fil de ce podcast ou en vidéo sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Et pour tout savoir sur Frogans, rendez-vous sur le site f2r2.fr, f2r2.fr. Je t'arrête tout de suite. Moi, je veux t'entendre sur un autre sujet pendant qu'on parle d'IA. Tu as vu cette semaine toute cette polémique autour de Grok qui a été débranché parce que, semble-t-il, il disait des bêtises? Oui, c'est un peu fou. Donc, effectivement, on a pu voir ça sur, X. Tout d'un coup, Grok, qui est quand même, l'IA maison, hein, propriété d'Elon Musk, avec son compte suspendu comme, n'importe quel internaute qui aurait dit des bêtises ou en tout cas qui aurait, violé, les règles, du réseau social. Et alors apparemment, bah, c'est parce qu'il avait, posté des messages. Alors ça concerne évidemment, c'est un sujet qui est hyper chaud, qui est hyper douloureux, c'est la situation à Gaza. Donc il aurait posté des tweets qui en gros n'étaient pas sur la ligne géopolitique américaine, hein, qui évoquait la thèse du génocide à Gaza, avec la complicité même des États-Unis, etc. Donc ça a suscité beaucoup de réprobation et au point que les gens de X sont intervenus et ils l'ont même débranché pour faire une espèce de mise à jour, un réalignement comme on dit. Et alors ça, mais bon, il y a ce sujet et moi ce que je trouve fou, c'est l'ampleur que ça a pris et y compris dans la presse généraliste où on a eu l'impression tout d'un coup que, eh bien oui, l'IA avait pris le pouvoir et que, il fallait que les humains interviennent pour éviter qu'elle dise des choses qui déplaisent à certains humains et cetera. Quand même, hein? Mais ce qui est fou, Bruno, si je peux, ajouter un mot, c'est que, il y a 2 choses qui m'ont marqué. C'est d'abord des articles dans la presse, mais la presse sérieuse, la presse française, Libération, Le Parisien et cetera, où on insistait sur ce côté, encore une fois sur l'idée de l'IA qui échappe à ses créateurs d'une certaine manière. Et je trouve que ça aussi c'est révélateur parce qu'on sent que les auteurs de ces articles n'y croient pas forcément, mais c'est tellement sympathique de raconter des histoires où on parle d'IA qui échappent à leurs créateurs. Donc ça, premier truc. Mais franchement, on pourrait s'en passer de ce genre de papier en 2025. Je crois qu'il faut arrêter de fantasmer de cette manière. Et deuxièmement, aussi, ça révèle la confiance des utilisateurs de X qui n'arrêtent pas de poser des questions à Grok. Alors c'est parfait pour vérifier des données. Sauf que parfois ils sont déçus parce qu'en fait Grok va leur dire le contraire de ce qu'ils pensaient. Et à l'inverse, très souvent, en fait, ils sont confortés dans leur certitude parce que le problème c'est que c'est une IA, c'est pas quelqu'un, c'est pas une autorité qui dit la vérité vraie, et on ne sait pas exactement sur quoi elle se base pour dire telle ou telle chose. Souvent, ce qu'on constate, c'est quand même, elle s'adapte au profil de la personne qui pose la question. Donc, en gros, elle dit ce que tu as envie de dire. Mais, bah voilà, c'est l'espèce de confiance qu'on fait, une confiance à outrance à cette créature qui n'en est pas une, en fait.
Ouais. Et puis tu vois, parallèlement, il y a une autre IA qui a fait parler d'elle cette semaine dans ce contexte-là, un des utilisateurs qui a été, embêté, c'est Donald Trump lui-même. Parce qu'avec, son IA là, True Search AI, qui est maintenant sur son réseau True Social, ben, ils sont un peu embêtés parce que là, l'IA dit plus du tout la même chose, ben, dit a jamais dit la même chose que le président lui-même et donc, il y a des gens qui sont amusés à interroger True Search AI pour savoir différentes informations, en tout cas pour valider certaines informations. Et l'IA, de son côté, a dit, et contrairement à ce que Donald Trump affirme, que l'élection de 2020 n'avait pas été volée, que les tarifs douaniers sont une taxe pour les Américains et que Barack Obama bénéficiait de la meilleure cote de popularité parmi les présidents vivants. Genre de truc d'affirmation, évidemment, qu'on fait réagir Donald Trump et son entourage. Et j'ai bien hâte de voir combien de temps elle va encore rester branchée cette IA-là parce que j'ai l'impression que ça fait pas du tout l'affaire. Puis il faut savoir que c'est une technologie qui avait été développée par Perplexity. Alors j'ai l'impression qu'il y a des clients qui vont Ah oui. peut-être y repenser avant de faire affaire avec eux. Ouais, non, mais c'est incroyable. C'est la place que prennent ces outils et notamment sur les réseaux sociaux, on l'avait pas forcément vu arriver et 2, l'espèce de trouble dans lequel ça plonge, les utilisateurs, quels qu'ils soient. Donc c'est bon, je pense qu'il faut prendre quand même un peu de recul par rapport à tout ça, voilà. C'est très intéressant l'IA, y compris pour faire du fact-checking, mais il faut toujours, prendre du recul. Il faut faut avoir ses propres connaissances pour comprendre, savoir, en gros, comment dire? Trier le bon grain de livret, on va dire. Dis-moi, en matière de tiens, en ce qui concerne, notre ami, Elon Musk, puisqu'on est sur X, est-ce qu'on dit un mot de ce bras de fer, enfin, en tout cas, de ce torchon qui brûle entre, Elon Musk et Tim Cook, à propos justement de Grok sur l'App Store? Ouais, ben, en tout cas, ça tient les juristes, occupés, hein, parce que d'une part, il y a ses accusations qu'Elon Musk porte à Apple en disant que Apple favoriserait ChatGPT sur l'App Store. Bon, à quelque part, c'est aussi son partenaire d'affaires. Alors, j'imagine que ça serait pas innocent de le faire, mais enfin, c'est une accusation. Il va falloir que les faits soient, prouvés. Mmh. De leur côté, bien évidemment, Apple dément. Et là, ben, cette semaine, officiellement, Elon Musk a dit qu'il allait poursuivre Apple pour justement qu'il cesse de favoriser ChatGPT. Mais pauvre Elon Musk, ChatGPT avec 700 millions d'utilisateurs et tous les médias de la planète qui ne cessent d'en parler, c'est sûr qu'il y a un intérêt par rapport à ChatGPT plutôt qu'à Grok qui a comme mauvaise presse. Alors, là, il va falloir qu'il se fasse à l'idée. Mais de l'autre côté, puis je fais une petite parenthèse, c'était Altman, le patron d'OpenAI, qui, lui, en a le bol de se faire interpellé par Elon Musk. Puis lui aussi a décidé d'aller en cours, mais de poursuivre Elon Musk pour harcèlement. Autant dans ses déclarations sur X que des déclarations dans des médias. Alors, c'est Musk, là, je pense qu'il va perdre un peu de son temps et de son attention avec des choses au palais de justice plutôt qu'à travailler sur ses propriétés, là. Ouais, c'est effectivement, c'est peut-être pas la priorité à faire. Enfin, bon, en tout cas, on voit qu'ils sont toujours un peu à couteau tiré, ces 2-là. C'est assez marrant et tiens, un mot à propos d'Apple, puisqu'on passe voilà, puisqu'on est un peu dans le sujet. C'est moins polémique comme sujet, mais je trouve que c'est assez intéressant. J'ai vu passer cette news, cette semaine, selon laquelle Apple, qui on le sait, est très en retard en matière d'intelligence artificielle, donc il y a quelques déclarations ou en tout cas des indiscrétions, toujours par les mêmes canaux, hein, par Bloomberg, etc., qui laissent entendre qu'ils vont enfin se bouger les fesses, si je puis dire, pour faire un Siri qui ressemble à quelque chose et qui soit vraiment intelligent. Et notamment, ce que voudrait Apple, c'est que Siri, donc l'IA, mais un Siri amélioré, puisse vraiment accéder aux applications qui sont installées sur l'iPhone, ce qui, du coup, forcément, lui donnerait beaucoup plus d'intérêt. C'est-à-dire qu'on pourrait demander à son smartphone, fais telle et telle chose, je sais pas, parce qu'aujourd'hui, si tu lui demandes, recherche tel morceau sur Spotify, quoique ça, c'est un bon exemple, je pense qu'il arrive à le faire. Mais Ouais. les interactions avec les applis sont pas très profondes. Et je pense que la clé est là. De la même manière que Steve Jobs avait eu l'intelligence d'intégrer Siri à iOS, maintenant il faut aller plus loin. Il faut que ça puisse rentrer à l'intérieur des applications, y compris des applications tierces.
Oui, bien justement, mais tu as décrit parfaitement la situation. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, Siri est pleinement intégré dans tout ce qui est l'écosystème d'Apple, mais une fois qu'on en sort, meilleur exemple, c'est essaie de faire une recherche sur YouTube, une Mmh, recherche mmh mh. vocale à partir de Siri, ça fonctionne pas. Essaye de faire, de commander quelque chose chez Uber Eats, ça fonctionne pas. Et pourquoi? Ben parce que ça a toujours été chasse gardée et on permettait pas aux développeurs de faire des liens, d'utiliser des API qui aurait permis à Siri de rentrer et de carrément là, permettre une immersion dans l'écosystème de tiers. Mais là, avec son approche App Intense, c'est ça qui va être intéressant. Et j'ai hâte de voir, évidemment, probablement que tout le monde va vouloir embarquer là-dedans, mais j'ai hâte de voir si les gens vont l'utiliser. Parce que là, il y a le Siri qu'on connaît, il y a le Siri qu'on va connaître en septembre qui va nous être présenté, qui devrait être boosté au chat GPT. Mais après, là, ce dont on est en train de parler, c'est carrément une version de Siri qui nous permet de, tu sais, de placer le téléphone sur la table, de plus y toucher et de piloter son téléphone avec la voix. Et ça va être intéressant si ça se fait. Et moi, j'ai l'impression que peut-être qu'on va voir ça en 2026, sinon en 2027. Mais c'est sûr que c'est une évolution, pas une innovation, là, mais c'est une évolution de l'interface machine. Oui, mais d'ailleurs, tu as fait un papier sur, Oui. sur ton carnet, hein, cette semaine, pour, expliquer un peu, juste cette espèce de robot. On parle de robot, mais en fait, ce serait plus un assistant dans un appareil connecté, comme il y a déjà chez Amazon Alexa, en fait, Ben oui. et qui pourrait répondre à toutes nos questions et cetera. C'est vrai que c'est intéressant et merci pour tes exemples, d'applications, connectées à Siri qui sont beaucoup plus pertinents que les miens, hein. Ah ben, c'est parce que j'ai écrit mon papier, j'ai eu le temps d'y penser. Voilà. Hey, dis donc, Jérôme, avant qu'on parte, pardon. Jérôme, avant que je te laisse repartir, à ton temps de réflexion en Grèce là, je veux t'interpeller parce que c'est rare que tu fais ça, et cette semaine, tu as publié, une vidéo où, tu parlais d'actualités qui concernent, une personne avec qui tu travailles et je voulais Mmh. t'entendre de vive voix. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là de Luc Julia qui est interpellé par un YouTuber? Ouais, exactement. Bah, voilà, parce qu'on est dans la continuité avec, Siri justement. Oui, c'est une vidéo, d'un youtubeur qui est un véritable réquisitoire contre, Luc Julia. Alors une très longue vidéo d'1 heure, et qui, démonte entièrement, eh bien, toute la personnalité médiatique de Luc Julia. Alors Luc Julia, effectivement, eh bien, il intervient régulièrement dans Monde Numérique. Je le connais depuis longtemps, je l'ai souvent interviewé, et donc je me suis senti un peu, oui, obligé d'une certaine manière de faire des mises au point parce qu'il y a des choses pas forcément inintéressantes dans cette vidéo, mais il y en a beaucoup qui sont très dérangeantes. D'abord, bon, enfin, moi, j'ai pas aimé ce genre de vidéo qui est vraiment ce que j'appellerais une vidéo, style, complotiste, en fait. C'est-à-dire que c'est Mmh. pas un reportage, hein, c'est pas un reportage journalistique. On n'est pas allé voir qui que ce soit pour lui demander, pour le faire parler, pour l'interroger, pour en savoir plus. C'est juste, voilà, une vidéo de salon comme font beaucoup de Ouais, c'est youtubeurs de en prenant des l'éditorial. petits bouts. Voilà, c'est de l'éditorial. Alors on prend des extraits, d'émissions, des extraits de conférences, la vidéo est très bien faite et ça c'est le pouvoir des images. Des passages de livres qui sont soulignés et cetera et on met tout ça bout à bout pour servir un argumentaire qui consiste à dégommer Luc Julia pour 2 raisons. Enfin pour moi, j'en vois principalement 2. En fait, on lui reproche de pas être un vrai expert de l'intelligence artificielle générative, de pas être au top sur les LLM, sur ChatGPT et cetera et deuxièmement, de ne pas avoir inventé Siri, de ne pas être l'inventeur officiel de Siri. Alors sur ces 2 points, bah, je réponds dans la vidéo effectivement pour expliquer que, c'est vraiment pas si simple, que c'est faux. Luc Julia peut, à mon sens, réellement être considéré comme co-créateur de Siri. Mmh. Voilà. Et puis sur sa légitimité à parler d'intelligence artificielle, il est totalement légitime pour parler de ça, de mon point de vue. Mais Luc Julia, c'est une grande gueule. Il a un style un peu rentre dedans, donc il est un peu moqueur, il est un peu second degré. Il faut le prendre au second degré. Donc il t'explique, par exemple, que Geoffrey Hinton a pété une durite en se mettant à craindre l'intelligence artificielle. Il a des points de vue très tranchés et c'est aussi ça qui est intéressant et voilà et moi je voulais un peu, remettre un peu,
expliquer un peu tout ça. Donc la vidéo, bien sûr, elle est en ligne depuis pas très longtemps. Je m'attends à me faire un peu tuer par certains parce qu'en fait, derrière tout ça, tu sais, il faut le dire, c'est un peu le tribunal des réseaux sociaux, le tribunal des donneurs de Ouais. leçons sur les réseaux sociaux qui s'est mis en branle, où moi j'ai reçu plein de messages où on m'a dit que c'était honteux, qu'il fallait arrêter de le faire intervenir, que les médias devraient jamais lui accorder tout ce crédit. Tout ça sur la base d'une vidéo qui effectivement est convaincante quand tu la regardes, mais sans faire aucun effort de critique et de mise en perspective de cette vidéo, et en prenant tout au premier degré et en prenant tout au pied de la lettre, on en vient à faire le procès d'une personne, parce qu'il y a une personne humaine derrière ça, et je trouve que c'est totalement exagéré. Et non, Luc Julia n'est pas un imposteur, non, Luc Julia n'est pas un imbécile. Oui, il a bien participé à la création de Siri, et voilà, c'est tout ce que je voulais mettre dans cette vidéo. Il y a une réalité aussi, c'est qu'il s'est un peu heurté à, on va dire, le lobby des inquiets de l'IA. Hein. Il y a Ouais. voilà, il y a de plus en plus de gens qui disent que l'intelligence artificielle est dangereuse, pourrait vraiment. Enfin, on a le droit de penser ça, c'est pas le sujet. Mais en revanche, quand on vient les critiquer, et c'est ce qu'a fait Luc Julia, eh bien, ça se passe très mal, et c'est un peu la réaction c'est le coup de pied de l'âne, comme on dit. C'est Mmh. une expression française que j'aime bien. Ouais, ben merci, pour cette explication. Puis moi, j'invite les gens qui nous écoutent et qui sont intéressés, par le personnage ou de le découvrir, de prendre le temps d'aller, sur, un des réseaux sociaux où tu publies et de prendre le temps de regarder la vidéo. C'est bien fait et justement, ça remet les Mmh. choses, en place. Ben, merci Merci. d'avoir, fait cette mise au point concernant, Ben, Luc Julien. merci à toi, Bruno. Tu sais que je suis vraiment pas d'un naturel combatif et agressif et En polémiste. combatif, Donc, oui, mais, des polémiques, non. non, voilà, c'est pas trop mon genre. Donc, mais là, voilà, il fallait que je fasse quelque chose. Bruno, de quoi parles-tu cette semaine dans ton carnet? Et si tu savais est-ce que tu connais les gens du studio Félix et Paul? Ah, j'avoue que non. Désolé. Félix et Paul, ce sont des gens qui sont très forts dans l'immersif. C'est eux qui ont fait les différentes productions qui nous permettent, avec un casque sur la tête ou sinon dans des endroits, là, des hangars qui sont retravaillés, mais où on porte un casque immersif pour se retrouver dans la Station spatiale internationale. Mmh. Et donc, ils ont décidé de lancer, et c'est lancé cet automne à Las Vegas, une grande expérience qui va nous permettre d'aller sur une planète très Waouh! loin pour, pour se voir, là, partir comme ça à la découverte d'une nouvelle planète. Ça fait un peu Odyssée 2001 comme expérience mais je voulais en savoir un petit peu plus. Alors j'ai parlé avec un des cofondateurs du studio et on parle de ce à quoi, ça va ressembler. Alors notamment, on parle de ça, puis on parle aussi pas d'une nouvelle IA, mais d'une nouvelle version d'une IA chez, DeepMind qui permet de carrément, moi je dirais, de sauver des animaux et Ah bon? oui, c'est une IA qui permet de reconnaître, certains animaux, mais de plus en plus qui permet de reconnaître certains états des animaux, que ça soit des oiseaux, que ce soit des félins, ou et même maintenant, puis ça arrive avec la nouvelle version, on s'en va sous l'eau. Alors, si tu savais reconnaître les bruits des baleines, le son des baleines et des dauphins, ben, je te dirais que même les coraux font des bruits, ils Waouh! émettent des sons. Alors, ça permet à des chercheurs, d'en savoir un petit peu plus. Alors, c'est le genre d'entrevue que je présente dans cette version estivale, de mon carnet. Beh, ça fait très envie. Ça fait très envie. Je vais aller écouter ça. Et C'est puis, mon côté cousteau, ça. oui, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Bah, écoute, et puis le truc à Las Vegas, donc c'est l'attraction qui nous attend en janvier prochain pour, quand on y sera à l'occasion du CES, c'est ça? Oui, parce que là, on commence à être tanné d'aller faire un tour à la sphère. Alors ça, c'est le nouveau Oui, truc. oui, la sphère, c'est terminé, c'est has been la sphère. Ouais. Ah, c'est tellement 2024. Ah! Mais non, OK. ben ça, écoute, je t'inviterai, ça me fera plaisir de t'inviter là-bas pour te montrer le savoir-faire québécois, une fois de plus à Las Vegas. Une fois de plus, c'est vrai, oui, parce que la Ah ouais. sphère, c'est déjà eux en plus, c'est déjà des Canadiens, hein? Ben, oui, il y a du québécois là-dedans, le Cirque du Ouais. Soleil, Céline Dion, oh, Oui, j'arrête bien d'en nommer, sûr. il y en a tellement, là. Ouais. Mais c'est incroyable. En fait, le Las Vegas, c'est à vous, hein. Ben, c'est québecois, ouais. C'est Ah, je voulais pas québécois. en parler, Ouais, là. Surtout, va pas le ouais. dire à Donald Trump.
Bon. Ah c'est pour ça qu'il vous aime tant et qu'il veut vous Oui. qu'il veut vous absorber. Hey, Jérôme, je vais arrêter de dire des bêtises et je te laisse retourner à tes vacances. Non, pardon, à ce moment de réflexion que tu prends, entre 2 émissions. Oui, mon moment de réflexion. Et puis donc, pause la semaine prochaine. Voilà, pause la semaine prochaine, on fait un vrai break, mais on se retrouvera, la semaine d'après, hein, bien sûr, mon cher Bruno et C'est puis presque encore la pour une rentrée, là. c'est presque la rentrée, tout à fait, donc je te propose qu'on reparte de plus belle, avec, une nouvelle saison du débrief transatlantique à partir de septembre. Bon, mais en attendant, va remettre les batteries à full, comme tu dirais. Voilà, allez, là je décroche, je vais me Et puis on s'en reposer parle dans 2 semaines. et salut à toi et à tes auditeurs Bruno. Ciao, ciao. Allez, salut, bye. Monde numérique, le meilleur de la tech. Les interviews de Monde Numérique, on va parler d'intelligence artificielle, ça ne vous surprendra pas, et avec du beau monde, attention, alors rediffusion d'interviews, cette semaine c'est l'été, et la parole à OpenAI, je vous propose de réécouter l'interview d'Arnaud Fournier, directeur d'OpenAI France, qui revient sur la vision de l'IA par OpenAI, au fond c'est ça qui est important, à quoi sert ChatGPT, quelles utilisations pour le grand public, notamment à travers les différents modèles de ChatGPT. Alors attention, cette interview avait été réalisée avant le lancement de GPT-5, et donc avant cette histoire de modèle unifié. Et puis juste après, on parlera de Hugging Face et on parlera d'IA concrète. Tout de suite, la parole à OpenAI. Je pense qu'on vit un grand changement d'usage. Je vais vous parler de mon expérience à moi, mais je me retrouve souvent à utiliser ChatGPT pour poser mes questions et je me rends compte que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, quand j'allais sur un moteur de recherche, je finissais par cliquer sur 5 ou 10 liens, j'avais plein d'onglets ouverts et je faisais ma recherche et ça devenait quelque chose d'assez lourd. Aujourd'hui, en utilisant ChatGPT Search, je me retrouve à avoir une expérience unifiée où je pose ma question et directement, j'ai la réponse, j'ai les liens que je peux aller consulter sur les différents sites si je veux creuser un ou plusieurs sujets. Donc, je pense que ça change complètement l'usage. Heu, pour revenir sur la partie grand public, c'est-à-dire en fait, comment est-ce que toutes ces expériences bénéficient aux utilisateurs comme vous et moi et ma grand-mère. Finalement, il y a plusieurs expériences qu'on veut pouvoir vous proposer. La première, c'est cet accès à la recherche simplifiée qui vient vous rendre une vue exhaustive sur un sujet que vous souhaitez. La deuxième, c'est une suite d'agents, encore une fois, donc Deep Research et Operator dont je vais vous parler, qui sont 2 expériences qu'on veut rendre accessibles à tout le monde. Donc Deep Research, c'est un peu une version de la recherche sous stéroïdes. C'est-à-dire que vous avez probablement fait dans le passé et quand vous préparez ces podcasts, en fait, chercher sur un sujet pour comprendre qui est une personne ou un sujet pour avoir vraiment une vue holistique de ce sujet-là. Ça va vous prendre une journée, 2 jours. Mmh. Potentiellement, vous n'allez pas vous retrouver avec 10 onglets, mais 100 onglets ouverts et après, vous devez rédiger un rapport pour être sûr d'avoir des notes un peu exhaustives sur ce sujet-là. En fait, Oui, Deep je l'ai testé Research. sur ce sujet-là, sur le podcasting, et effectivement, le résultat est incroyable. Voilà, donc Deep Research, en fait, c'est un agent qui a accès aux outils de recherche internet et qui a été spécifiquement entraîné pour vous permettre de rédiger un rapport automatiquement sur un sujet que vous voulez creuser. Et en termes d'expérience utilisateur, moi, je me retrouve souvent sur mon vélo à me dire: «Ah bah, en fait, j'ai envie de creuser ce sujet-là, bah, je vais faire, une query Deep Research» et puis j'arrive chez moi et en fait, j'ai un rapport d'une dizaine de pages, sur ce sujet que je peux lire et qui, en fait, me donne tout ce que je dois savoir en 10 minutes, sur un sujet que je veux creuser. Et le deuxième, c'est Operator. Donc Operator, c'est, une nouvelle manière d'interagir avec, des systèmes et avec internet. Pour vous mettre un peu de contexte, en fait, jusqu'à présent, si vous vouliez interagir avec un système externe, il fallait développer des connecteurs spécifiques. Donc, quand, un utilisateur voulait, automatiser, par exemple, la prise, d'un rendez-vous chez le médecin ou la prise d'un rendez-vous ou d'une table dans un restaurant, il fallait être ingénieur pour développer un outil spécifiquement pour ça. Aujourd'hui, Operator, c'est un agent qui est capable d'interagir directement avec un navigateur internet. Ce que ça veut dire, c'est que vous n'avez plus besoin d'être ingénieur et de coder pour pouvoir automatiser vos processus. Vous pouvez simplement expliquer en langage naturel
et via un navigateur, vous allez voir et c'est visuel parce qu'on l'a intégré, avec cette interface visuelle. Vous allez voir un agent IA venir faire la tâche pour vous. Il va vous poser des questions à des moments, clés, notamment, si vous devez vous authentifier sur un système ou si vous voulez faire une action qui est sensible. Mais en fait, il va automatiser cette tâche pour vous. Et donc ça, c'est 2 choses qui sont, je pense, assez nouvelles, et qui montrent bien que ChatGPT est en train de changer de cette interface uniquement conversationnelle vers une expérience beaucoup plus unifiée, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Récemment, on a passé la barre des 1 milliard de messages par jour, envoyés sur ChatGPT. Donc on se rend bien compte que ça devient finalement une interface, de plus en plus importante, pour les gens qui l'utilisent. Jusqu'où, Arnaud Fournier? Jusqu'où, est-ce que, le Graal, l'objectif, c'est, comme c'est souvent, évoqué par Sam Altman, donc le CEO d'OpenAI, le Graal, c'est la fameuse AGI, l'intelligence artificielle, générale, dont on dit, enfin, voilà, votre CEO aime bien dire qu'on n'en est pas très loin, ça arrive bientôt, et cetera. Est-ce que c'est vraiment pour bientôt? Et ce sera Je quoi? pense que je pense que quand on parle, d'intelligence artificielle générale, il faut comprendre ce qu'on veut dire derrière. Mmh. Et donc, il y a à la fois, la capacité et la compétence des modèles, mais il y a aussi l'interaction avec le monde. Je crois que c'est Sam Altman qui avait dit un jour, on développera pas l'intelligence artificielle générale par, une interface de commande, qui est sur une boîte de commande toute noire, pour les développeurs. Donc je pense qu'on atteint aujourd'hui, avec les modèles qu'on a, des capacités, technologiques, probablement qu'on n'aurait pas imaginé il y a 10 ans de ça. Ou en tout cas qu'à titre personnel, j'aurais pas imaginé il y a 10 ans de ça. Je pense par contre qu'on a encore beaucoup de travail à faire sur comment est-ce qu'on rend ça accessible, aux développeurs et au grand public via ces interfaces. Donc via ChatGPT, via, ces expériences, ces solutions, qu'on donne aux développeurs pour qu'ils l'intègrent dans leurs outils. Le point, sous-jacent que vous évoquez ici, c'est, l'impact que ça va avoir pour nous. Mmh. Et je pense que c'est une très bonne question et c'est un point, qui est important sur lequel réfléchir. Notre vision chez OpenAI et la mission pour laquelle on travaille tous les jours, c'est que cette technologie, elle puisse, améliorer et accélérer et les Américains diraient empower, les gens et pas les remplacer. Et on travaille, de manière très explicite pour ça, pour augmenter, pas pour remplacer les capacités humaines. C'est la direction qu'on prend et quand on développe nos outils, c'est comme ça qu'on les teste, qu'on les valide. On a ce modèle de développement itératif, assez rapide où en fait, bah, on lance des choses, en ce qu'on appelle, heu, research preview donc en test qu'on donne, au monde et puis en fait on apprend de ça. Hem Je pense que le monde va voir beaucoup d'évolutions dans les prochaines années, mais je suis très optimiste et assez excité de voir comment cette technologie va nous permettre, d'avoir des retours, très pragmatiques. On parlait tout à l'heure de la santé. Je suis sûr que demain, on va pouvoir développer des médicaments qui seront beaucoup plus spécifiques pour des maladies rares, qui seront beaucoup plus rapides à mettre sur le marché, qui étaient des choses qui, jusqu'à présent, étaient difficiles à faire et coûtaient beaucoup d'argent, pour les entreprises. Merci beaucoup, Arnaud Fournier, responsable du bureau, d'OpenAI, à Paris. Pour parler d'intelligence artificielle encore, on va donner la parole à un autre Français, mais de l'autre côté de l'Atlantique, on repart aux États-Unis, en Floride, pour retrouver Clément Delangue de Hugging Face. Alors Hugging Face, c'est cette start-up qui n'est plus vraiment française, faut bien l'avouer, et qui en fait offre un espace pour tous les modèles d'intelligence artificielle en open source, une espèce de super bibliothèque de l'IA. Et c'est aussi derrière ça bien une autre vision de l'intelligence artificielle et de l'accès à l'IA. Modèle open source contre modèle propriétaire, Clément Delangue. C'est un peu comme une bibliothèque, on va dire, la version intelligence artificielle de la bibliothèque, où n'importe quelle entreprise, n'importe quelle organisation, n'importe quelle personne peut venir sur la plateforme, trouver un modèle open source, donc gratuit, et construire leur propre application d'intelligence artificielle. Nous, notre vision, c'est qu'à terme, toutes les entreprises, toutes les organisations vont être capables de créer de l'intelligence artificielle elles-mêmes.
qu'elles vont pas devoir dépendre d'un OpenAI, d'un Anthropic. Et du coup, on a construit la plateforme qui permet de faire ça. Et vous leur offrez, alors les modèles, les datasets qui servent à entraîner les modèles, donc les données et également du stockage. Il y a du Ouais, du espace stockage de et puis de calcul, stockage et de l'infra, voilà. voilà, du Ouais. stockage et puis de l'infrastructure pour vraiment faire ce qu'on appelle l'inférence, et Mmh. l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle. Et si je suis, un utilisateur, par exemple, donc je vais aller faire mon marché, choisir tel ou tel modèle et dans ce cas-là, je fais quoi? Je le télécharge et je vais le faire fonctionner chez moi sur mon infrastructure ou ça reste chez vous et je vais bénéficier de Comme vos tu veux, comme tu veux. Nous, ouais, en fait, ce qu'on OK. fournit, c'est vraiment une plateforme très, très adaptable en fonction de ton besoin et en fonction de ce que tu préfères. Tu peux même D'accord. aller plus loin, c'est-à-dire que, par exemple, si tu dis, pour le monde numérique, tu as besoin d'une application qui va t'enlever, le son externe pour t'aider, par exemple, à faire ton montage final de podcast. Bah, tu vas sur Hugging Face, sur l'App Store de Hugging Face, et tu vas trouver une application directement qui va pouvoir te faire ça sans faire de code. Donc progressivement, un truc intéressant, c'est qu'on est devenu vraiment un App Store, même pour les gens qui ne développent pas eux-mêmes. Donc chez nous, ça D'accord. s'appelle Spaces. C'est notre App Store où vous avez plus de 400 000 applications qui permettent vraiment de faire tout et n'importe quoi, du traitement d'images, de vidéos, d'audio, des modèles, des démos de biologie, de chimie, qui vont vous permettre aussi de faire du chatbot, un peu comme ChatGPT. On a notre version qui s'appelle Hugging Chat, qui est une version ouverte de ChatGPT. Donc, on est vraiment devenu progressivement une plateforme assez généraliste pour toutes sortes d'utilisateurs. Ouais, donc il y a vraiment une partie qui est destinée aux professionnels de l'IA, des entreprises ou des professionnels qui sont capables eux-mêmes de mettre en place des outils, les entraîner et cetera et puis, une partie beaucoup plus accessible en fait, c'est quasiment du grand public, non? Je vois, il y a générateur de podcasts Kokoro, usine de bande dessinée par intelligence artificielle et cetera et cetera. Ouais. Bah ouais, parce qu'en fait, on a tellement de gens qui construisent de l'intelligence artificielle qui ensuite passent par notre plateforme pour distribuer ça en public. Donc on comprend bien pourquoi effectivement tu es un avocat et un défenseur convaincu de l'open source et c'est vrai que c'est un discours qu'on entend de plus en plus, qui rentre en résonance avec les discours officiels, mais on a l'impression que et même à des échelles vraiment de pays, d'États, hein, aujourd'hui l'open source c'est quasiment, là-dessus que l'Europe a officiellement l'intention de s'appuyer pour développer de l'IA. La Chine aussi, DeepSeek Ouais, est un modèle open source. ouais. C'est un peu l'open source, c'est un peu l'arme du challenger et ça l'a toujours été, ça l'a été dans le logiciel. Ouais. Heu, Est-ce que tu penses que ça va donc suivre le même chemin? C'est-à-dire vraiment, c'est Oui. ça qui va monter en puissance? Bah ouais, ouais, comme tu le dis, en fait, l'open source, c'est un moyen pour les pays ou les organisations un peu challenger de rattraper plus rapidement parce qu'en fait, en poussant l'open source, vous avez de plus en plus de collaboration entre les différentes organisations qui construisent au-dessus l'un de l'autre, qui se challenge, qui s'émulent et qui partagent en fait ce savoir et cet apprentissage et du coup ça permet de développer la technologie plus rapidement. Mmh. À mon avis, c'est ça qui a permis aux États-Unis de devenir le leader entre 2016 et 2022. Tout était ouvert aux États-Unis et toutes les entreprises, toutes les organisations construisaient au-dessus l'un de l'autre et tu avais cette émulation très forte qui faisait que le cycle de progrès était très rapide et a amené à ce leadership américain. Donc, je pense que tous les autres pays devraient faire la même chose. La Chine l'a très bien compris puisque depuis 2-3 ans, c'est ce qu'ils font et ça leur permet de rattraper comme ce qu'on peut voir avec DeepSeek. Et aussi les entreprises, je pense, devraient faire la même chose. Les startups, les petites entreprises devraient s'appuyer là-dessus de plus en plus pour réussir à rattraper. Et au-delà de l'aspect un peu, on va dire, utilitaire de l'open source, moi, ce que je trouve intéressant et important, c'est l'aspect aussi éthique. Parce qu'en Mmh. fait, l'intelligence artificielle est une technologie d'infrastructure fondamentale qui, si elle est contrôlée par quelques acteurs, à mon avis, peut être très, très dangereuse. Mmh. Et donc, je pense qu'on a vraiment envie, comme le software, qu'elle soit accessible à tous. Et ça passe par l'open source. Sans open source, la technologie sera uniquement
accessible, disponible, maîtrisable par quelques acteurs, peut-être par OpenAI, Microsoft et quelques autres. Ça, ce serait vraiment un gros risque. Imagine un monde où il y aurait que une ou deux entreprises qui pourraient faire du logiciel. Ce serait un monde assez Ça serait un peu dangereux, limité, pas bien sûr, forcément un et monde dans dangereux. lequel on aimerait vivre, je pense. Donc, Ouais, d'un mais point de comment vue éthique, c'est expliquer important aussi. J'entends bien, mais comment expliquer que même ceux qui faisaient de l'open source avant, typiquement OpenAI, d'où son nom, finalement après s'orientent vers des solutions propriétaires? Est-ce que c'est pas une espèce de fatalité économique? Et puis alors Meta aussi prône beaucoup open source, mais en réalité tout n'est pas open source chez Meta. Il y a maintenant ce qu'on appelle le distinguo entre l'open source et l'open weight. Donc finalement il y a certains bouts en open source, mais pas tout. Les entreprises qui innovent sont obligées quand même. Est-ce qu'elles sont pas obligées à un moment de garder un peu leurs petits secrets comme ça? Ouais, c'est un gradient en fait. C'est pas open source ou pas open source. Je pense que ça navigue un peu d'un extrême à l'autre. Mmh. Et que les entreprises aussi naviguent sur ce gradient. D'ailleurs, on voit qu'OpenAI en ce moment est en train de réfléchir à peut-être revenir à un modèle plus open source. Je pense que Sam Altman, il y a quelques semaines, a dit qu'il se sentait du mauvais côté de l'histoire en étant moins open source qu'avant. Donc, on voit aussi que les entreprises naviguent sur ce gradient. Je pense qu'il faut, il faut essayer de pousser, de se diriger de plus en plus vers plus d'ouverture, plus de transparence, en se disant que ce sera jamais 100% transparent, 100% ouvert, mais plus Mmh. on peut pousser dans cette direction, le mieux c'est, je pense. Je vais te poser une question naïve. On sait que l'intelligence artificielle est aussi de plus en plus utilisée par les cybercriminels. Ouais. Est-ce que finalement l'open source n'encourage pas ce phénomène? Non, Ne parce leur qu'en fait, donne pas plus de facilité? ouais, alors ce qu'on voit un peu quand on fait de la recherche sur le domaine, c'est que ces risques-là sont pas forcément plus présents par l'open source que par des systèmes comme ChatGPT. En Mmh. fait, c'est plus facile pour un cybercriminel d'utiliser ChatGPT que d'aller utiliser l'open source, qui demande des capacités techniques particulières pour l'utiliser. Malgré les bridages quand même de ChatGPT Mal qui essayent de limiter la casse, donc on peut pas tout faire et tout demander à ChatGPT en matière de malgré cybercriminalité. les bridages, parce qu'en fait, vous avez des systèmes comme ce qu'on appelle du jailbreak d'API qui vous permet en fait de bypasser les limitations qui sont mises par OpenAI. Ils ont Ouais, aujourd'hui un volume. de violer un peu ChatGPT, quoi. Voilà, Ouais. vous avez un volume tellement énorme aujourd'hui sur ChatGPT, malgré les systèmes mis en place, c'est toujours possible de passer outre. Donc ça, c'est des risques qui sont pas forcément spécialement présents pour l'open source, mais qui sont présents sur toute l'intelligence artificielle. Et en fait, l'open source permet aux policiers, aux gendarmes qui sont censés limiter ces cas, en fait, de mieux comprendre et Mmh. eux-mêmes d'être capables de limiter ces risques-là. Oui, parce Ils qu'ils peuvent permettent de mettre créer plus de le nez dans. transparence. Donc en fait, on voit que c'est possible de faire ça et du coup, on est capable de mettre en place des régulations, des limitations, des lois qui rendent ça illégal. Voilà, ce qui est illégal en faisant du software, en faisant du logiciel est illégal en faisant de l'intelligence artificielle. Et c'est pas forcément en enlevant la possibilité de le faire qu'on contrôle ça, mais c'est en mettant des lois. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde peut utiliser un couteau et on se dit pas on va empêcher les gens d'avoir un couteau, mais ce qu'on fait, c'est qu'on met des lois qui permettent de dire que si on utilise un couteau d'une mauvaise manière, et ben là, on Mmh. va avoir des problèmes. Donc c'est un peu la même chose sur l'intelligence artificielle où en fait il faut mettre en place les lois, adapter les lois quand c'est nécessaire pour que cette technologie, comme le logiciel, ne soit pas utilisée pour de mauvaises raisons et dans des mauvais cas d'usage. Merci Clément Delangue, CEO, cofondateur de Hugging Face. Merci beaucoup d'avoir été dans le monde numérique. Merci beaucoup.
Et quand on parle d'IA, eh bien, il faut bien sûr parler de l'aspect pratique. À quoi sert concrètement l'intelligence artificielle? J'en parlais il y a quelque temps à peine dans Monde Numérique avec Marjolaine Grondin à l'occasion de l'événement Ready for It qui avait lieu à Monaco. Marjolaine Grondin est entrepreneur. Elle utilise énormément l'IA à la fois pour son travail et pour sa vie personnelle et surtout elle a créé un bootcamp IA qui lui permet de former des professionnels. Retour d'expérience, conseils très concrets, Marjolaine Grondin. Je pense qu'il y a un peu deux aspects. C'est le changement de paradigme, vraiment de comprendre que c'est pas juste un outil, mais qu'en fait, ça change complètement la façon dont on travaille. Et in fine, ce que je veux leur apporter, c'est vous avez un binôme. Tout le monde maintenant a un cofondateur, une cofondatrice personnelle qui est là avec nous et qui est là pour nous assister, pour nous aider, pour nous accompagner. Ne vous en privez pas. Donc, tu vois, si je schématise un peu ce que je fais, c'est ça. Et j'aime bien dire qu'il y a 3 choses dans lesquelles j'utilise l'intelligence artificielle et c'est un peu ma petite pyramide de Maslow à moi-même. La première, c'est je l'utilise comme un assistant à qui je délègue. Donc, c'est vraiment, tu vois, réduire ma charge mentale, augmenter ma productivité et lui dire bah, tu vas m'aider à gérer mes mails, faire des transcripts de réunions, écrire des comptes rendus, juste vraiment la base pour m'aider à gérer ma Donc tu to-do fais list. écrire des mails ou écrire des réponses par l'IA? Ouais, j'utilise un outil qui s'appelle Fixer AI, qui en fait, dès que je reçois un mail, va le catégoriser, tu vois, il va le labelliser. On a regardé ensemble les labels suite à ce qu'il m'a proposé et va me rédiger des brouillons. La première fois que je l'ai mis en place, alors, tu vois, ils te disent quand tu vas sur leur site, 3 minutes de mise en place ou 30 secondes, 1 heure par jour de gagné, c'est réel. Et tu vois, la première fois, je le mets en place, je le connecte à mon Gmail, je le connecte à mon agenda, parce que du coup, il doit connaître mes dispos pour pouvoir répondre et tout. Mmh. Je laisse mon ordi, je reviens le lendemain matin, et là, je vois que, je sais pas, j'ai reçu quelques mails et qu'il y a des brouillons. Et c'est pas du tout quelque chose à laquelle je suis habituée. De voir des petits drafts comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Souvent, c'est plutôt bordel, tu sais, quand des brouillons, c'est un truc que j'ai voulu envoyer, qui s'est pas envoyé, qui Ouais. machin. Je dis, attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je vois qu'il y a des réponses, Il a tout préparé. tout préparé. Et vraiment, 90%, c'est nickel. Et c'est super, c'est fin, il apprend, il prend mon ton, avec le ton de la personne, enfin, tu vois, il s'ajuste, il sait s'il faut tutoyer, vous voyez, être formel, informel. Enfin, il me propose des créneaux et souvent, il comprend l'intention. Et quand c'est vraiment une question fermée, oui, non, t'es dispo, t'es pas dispo, ça t'intéresse ou pas, il me dit two options, c'est le seul truc qu'il écrit en anglais, le reste, il le fait en français. Donc, 2 options. Oui, avec plaisir, je serais très enthousiaste de participer à cette conférence. Mmh. 2, non, désolé, je suis pas dispo. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, moi, je me retrouve avec les 2 et je me dis, ah, laquelle sonne le plus juste? Ouais. Et puis du coup, bah, je choisis celle que j'envoie. Ça, Donc, c'est Fixer? Fixer avec un Y, Ok. FYXER AI, donc fixer.com, fixerai.com. Et ça, tu vois, il y a plein de gens à qui j'ai fait installer ça et qui me disent non, mais Marjolaine, là, je gagne 1 heure par jour, c'est pas possible, ce truc, je ne sais pas comment je pouvais faire avant. Donc, tu vois, ça c'est la première Il y a chose. des limites quand même, parce qu'il ne peut pas savoir exactement sur quoi tu travailles à l'instant T, quels sont tes besoins. En fait, exactement. Moi, j'aime bien dire que l'IA, c'est un spectre. Il y a plus beaucoup de sujets sur lesquels je suis à 0%. Il y en a. Tu vois, si je veux écrire un manifeste pour mon nouveau projet, etc. Et encore que je vais demander à l'IA, pose-moi 3 questions hyper challengeantes pour m'aider à réfléchir à mon manifeste, mais c'est moi qui vais l'écrire. Mais tu vois, des mails genre, est-ce que t'es dispo? Est-ce que machin, t'as reçu la propale? Je sais pas quoi. En fait, je sais pas, genre 2/3 de mes mails, c'est du transactionnel, c'est du rapide, et justement, le fait d'avoir mis tout ça de côté, ça fait que sur le tiers restant qui est important, où là, effectivement, qu'est-ce que je veux profondément, comment je veux répondre, quelle décision, etc. Là, bah, j'ai 3 fois plus de temps à y dédier. Et c'est là où moi je trouve la magie, c'est vraiment se dire: «Attends, tu vas me rendre mon temps en enlevant toute la partie machinale de mon travail», et ça, j'ai aucun problème à lui déléguer. Mmh. Et à l'inverse, du coup, moi, je vais avoir plus de temps pour faire les choses importantes. Je fais un call de cadrage pour un podcast, une conférence, une collaboration, peu importe. J'ai mon transcript call, que ce soit d'ailleurs un call physique. Maintenant, il y a des outils qui permettent d'enregistrer les appels en physique, les réunions en physique ou en visio, évidemment. Oui, bien sûr, Je sur reçois- ton smartphone, où il y a les petits Claude, les petits Claude, assistants, voilà, voilà. les petits outils, les Exceptionnel. petits devices. C'est ça. Et donc, moi, on est là, on est présent, 100%. Et derrière, je reçois mon transcript. Moi, j'ai créé un petit assistant qui, à partir du transcript, va me générer un compte-rendu par rapport à mes enjeux, etc. Je peux rédiger le mail, tu vois, de follow-up, de suivi, pour dire, OK, il y a ça, ça, ça. Mais après,
moi, je vais passer du temps à préparer, à réfléchir, à faire de la recherche, parce que je sais que toute la partie machinale, je la mets de côté. Et tu vois, ça, c'est vraiment le point qui m'excite en fait dans Mmh. l'IA, c'est de dire, elle nous rend la partie humaine du travail et toute cette partie juste gestion, mise dans des dossiers, rangement, réponse rapide, machin, qui en fait faisait un peu de nous des machines, hop, de côté. Et j'espère que c'est la direction qu'on va prendre avec l'IA. Et donc, tu vois, pour continuer ma petite pyramide, peut-être un peu scolaire, mais l'assistant, deuxième étape sur 3, c'est c'est un peu mon directeur des opérations, mon directeur général qui va m'aider à faire des présentations, des roadmaps. Donc ça veut dire quoi? Tu lui fais faire des PowerPoint, Ouais, tu lui demandes, j'ai un etc. outil, Ouais. bon, on va pas faire la liste de tous les outils, mais Gamma, GA2MA, qui est assez connu maintenant, à qui en fait, tu tu vois, on parlait tout à l'heure avant le podcast de l'IA qu'on présente sur LinkedIn, tu vois? Où en fait, on montre souvent cet outil Gamma. Tu lui fais un prompt: «Fais-moi, une présentation sur, l'histoire du basketball depuis les années 50». C'est incroyable, tu le vois, il le fait direct. Non mais dans quel est le cas d'usage? Tu vois? Oui, c'est super, c'est incroyable, il a écrit quelque chose, les images sont sympas et tout. Moi, la vraie façon de l'utiliser, c'est je crée mon texte avec ou sans ChatGPT, Claude ou autre. Et une fois que j'ai un texte bien carré avec toutes mes slides, je le donne à Gamma. Je lui dis: «Tu touches à rien. Je ne veux pas que tu réfléchisses quoi que ce soit. En revanche, tu vas me mettre en forme». Et ça, j'ai plusieurs personnes avec qui j'ai montré ça qui ont pleuré. Je te jure. Et même une participante à mon bootcamp la semaine dernière qui m'a dit: «Ma mère a pleuré». Je dis: «Mais cet outil fait pleurer tout le monde». Mais parce qu'en fait, elle dit: «Oui, mais parce qu'elle passe du temps à préparer ses cours et machin, elle passe des nuits parfois, elle est toute seule, c'est hyper compliqué». Et C'est vraiment, chronophage, hein, PowerPoint. non mais c'est super. C'est Et pour faire quoi? Bah, exactement. Et en fait, une fois que tu as déjà ta charte, que tu as ton template, que tu y as mis du cœur, tu t'es dit: «Voilà, moi je veux ces couleurs, je veux cette mise en forme, je veux que ce soit épuré. Au contraire, je veux qu'il y ait beaucoup d'infos sur Ou une au slide contraire, j'ai pour aucune idée, je sais pas je faire. sais». Voilà. Et ben là, en fait, tu utilises l'outil, tu lui mets ton Google Doc et puis qu'est-ce qu'il fait? Il te met tout en forme. Et juste ça, mais ça fait gagner un temps fou, tu vois? Et hier, moi, j'ai envoyé une propale, ben, hop, j'ai pris mon truc, je l'ai envoyé dans Gamma, il m'a fait le PowerPoint, je l'ai envoyé et en fait, après, on a discuté et on est allé dans le fond des choses. Mais le côté juste, mise en forme et cetera, c'est pas ça qui m'intéresse. Et le 3e niveau, c'est, je l'appelle cofondateur personnel, c'est vraiment m'aider à brainstormer, à réfléchir, à me challenger, à m'assurer que je suis dans la bonne direction, que ce que je fais a du sens. Moi, je parle beaucoup d'ikigai, tu vois, le point entre ce que tu aimes faire, là où tu es bon, ce dont le monde a besoin et c'est pourquoi tu peux être payé. Et l'IA, moi, ChatGPT ou Claude, ils connaissent bien mon ikigai et quand je fais quelque chose, ils m'aident à travailler dans ce sens. Donc, voilà, c'est les 3 niveaux. Donc c'est plus stratégique. C'est ça. Charge mentale, produire, stratégique. Alors, à toi de jouer. Merci, Marjolaine Grondin, Merci, Jérôme. entrepreneur et dirigeante du Bootcamp IA. Voilà, retrouvez toutes ces interviews en version intégrale la semaine prochaine sur le fil du podcast Monde Numérique, comme d'habitude. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de laisser un commentaire, des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute, enfin en tout cas sur les plateformes où c'est possible, principalement Apple Podcast. Ou bien réagissez sur le site mondenumérique.info ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez m'envoyer des messages, je vous répondrai, promis, enfin quasiment promis. La semaine prochaine, donc pas de monde numérique, un peu de vraies vacances. Voilà, je vous abandonne juste pour un épisode de l'hebdo et on se retrouvera le 30 août pour la rentrée de l'hebdo de monde numérique. D'ici là, passez une bonne continuation d'été, si on peut dire, passez une bonne semaine pleine de tech. Salut.